Bonjour à tous. Bienvenue sur notre 5e webinaire Santé sur le net. Bien préparer votre départ en vacances. Donc, nous allons dans un premier temps nous présenter. Donc, je suis Baptiste Gaudy. Et moi, Yann Blondin. Et nous sommes tous les deux rédacteurs scientifiques pour Santé sur le net. Donc, le site Santé sur le net a pour vocation de vous apporter une information scientifique venant de sources fiables et vérifiées, mais ne remplace en aucun cas un avis médical par un professionnel de santé. Donc, pour information, votre micro n'est pas activé, donc on ne vous entendra pas et on ne vous verra pas non plus. Donc, vous retrouverez un onglet sur la droite pour poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, les autres participants ne verront pas vos questions, donc n'hésitez pas à nous les poser. Et vous retrouverez également des sondages sur la droite, cette fois-ci, pour répondre à nos questions. Donc, une première question vous a été envoyée afin de savoir si vous nous entendez bien. Donc, on attend du coup vos réponses avant de pouvoir continuer. Alors, d'accord. Alors, d'accord. Nous vous entend bien. On va pouvoir continuer. Donc, voilà. Donc, juste pour vous présenter le déroulé du webinaire, donc on aura deux parties. Une première partie donc d'une vingtaine de minutes qui sera dédiée à la présentation. Et on a réservé une dizaine de minutes pour nos questions et nos réponses, du coup. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre au mieux. Donc, une première partie s'intéressera sur les vacances en situation de Covid-19, donc par rapport à la situation actuelle. Une deuxième où l'on s'intéressera à la trousse à pharmacie plus particulièrement. Et enfin, une dernière partie sur les recommandations en cas de maladie chronique. Donc, l'épidémie de Covid-19 a perturbé nos vacances et nous devons effectivement nous adapter à cette situation. Donc, depuis le 15 juin, les personnes en provenance de pays de l'espace européen, donc les États membres de l'Union européenne, ainsi qu'Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la Suisse et le Vatican, donc l'ensemble des personnes en provenance de ces pays, peuvent de nouveau entrer sur le territoire français sans restriction liée à la lutte contre la Covid-19. Donc, ces voyageurs ne sont plus tenus de se munir d'une attestation de déplacement international dérogatoire pour entrer sur notre territoire. Cependant, certains pays continuent toutefois d'appliquer des restrictions de circulation, comme par exemple l'Espagne, qui vient de mettre un terme à ces restrictions de circulation depuis le 21 juin. Mais il y a d'autres pays, comme notamment le Royaume-Uni, qui depuis le 8 juin a mis en place une obligation de quatorzaine pour les voyageurs. Donc, l'Union européenne a mis en place un site internet centralisant les informations relatives aux déplacements durant le contexte de l'épidémie de la Covid-19. Donc, c'est le site reopen.europa.eu/fr. Donc, sur ce site, vous pourrez retrouver ainsi les informations nécessaires pour préparer votre séjour en dehors de la France, si tel est votre cas. Donc, en fait, il vous permet de sélectionner un pays de l'Union européenne et d'avoir les informations relatives aux frontières et s'il y a des restrictions de mise en place ou non. Donc, comme ça vous permet de prendre un petit peu plus d'informations avant de vous déplacer. Et par ailleurs, à compter du 1er juillet, les frontières extérieures Schengen vont progressivement réouvrir. Donc, au vu de la situation particulière que nous traversons, il y a un des acteurs de la médecine qui est la grande gagnante de cette crise sanitaire, donc c'est la télémédecine. Donc, le confinement et la fermeture de nombreux cabinets médicaux ont entraîné une démocratisation de la téléconsultation. Donc, Doctolib, l'un des leaders du secteur, a permis de réaliser 4,6 millions de téléconsultations pendant la crise, contre seulement 40 000 en février. Donc, la téléconsultation est réalisée à distance d'un patient par un médecin, par l'intermédiaire de technologies de l'information et de la communication. Il est donc nécessaire d'avoir un ordinateur, une tablette ou un smartphone équipé d'une caméra et d'une connexion Internet. Donc, lors de la téléconsultation, vous pouvez être accompagné d'un professionnel de santé, un pharmacien par exemple. Donc, le recours à la télémédecine doit relever du cas par cas et c'est au médecin de juger la pertinence d'une prise en charge à distance plutôt qu'en présentiel. Donc, sa facturation et sa prise en charge restent identiques. Donc, même facturation, même remboursement, même modalité de paiement. Il est cependant nécessaire d'avoir une consultation en face à face durant les 12 derniers mois précédents. Donc, chaque consultation afin d'avoir un suivi de qualité. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous renseigner auprès de votre médecin afin de savoir si celui-ci propose la téléconsultation.
Et afin de protéger également la population, donc l'État français a mis en place une application mobile intitulée Stop Covid pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Elle est disponible depuis le 2 juin pour les téléphones iOS et Android. Donc Stop Covid vise à protéger la population et éviter en fait une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Son principe est simple, c'est de prévenir les personnes qui ont été à proximité d'une personne testée positive afin de permettre une prise en charge le plus tôt possible. Donc concrètement, quand une personne est testée positive, en laboratoire d'analyse par exemple, et qui est connectée du coup à l'application Stop Covid, donc elle va recevoir un code à usage unique avec son résultat de test, et si elle le souhaite, elle peut alors utiliser ce code pour signaler dans l'application qu'elle est malade. Ainsi, les personnes qui ont été récemment en contact avec cette personne malade est alors alertée par l'application, et ces personnes sont invitées du coup à consulter leur médecin traitant par téléconsultation de préférence, afin de prendre en charge de façon adaptée. Donc cela est fortement utile lors de contacts avec des inconnus dans les lieux publics ou les transports en commun. L'application utilise la capacité à identifier les téléphones à proximité, donc par la technologie Bluetooth, mais elle n'utilise pas la fonction de géolocalisation GPS. Donc elle ne fait pas de tracking de déplacement. Donc là-dessus, il n'y a aucune crainte à avoir. Donc, sur cet écran, on vous présente les différents numéros utiles, que ce soit dans la vie quotidienne ou en partir en vacances, que beaucoup de personnes méconnaissent. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous les présenter. Donc, vous pourrez joindre le SAMU donc, pour tout ce qui est urgence médicale en contactant le 15 tout simplement. Après, vous aurez accès à la police en contactant le 17 afin de signaler une infraction. Vous pourrez également joindre les pompiers en faisant le 18, donc pour signaler une situation de péril ou un accident. Si vous avez dans votre entourage des personnes sourdes ou malentendantes, vous pouvez les informer qu'il y a un numéro qui leur est dédié, donc c'est le 114, donc qui est accessible par fax ou par SMS afin de signaler une situation de danger. Et pour ceux qui ont décidé de partir en mer, vous avez le 196 pour tout ce qui est sauvetage en mer. On ne vous le souhaite pas, mais ça peut être utile de l'avoir avec vous. Au niveau européen, vous avez également le 112. Donc c'est le numéro unique européen d'urgence qui permet de signaler toute urgence médicale, des infractions et des périls. Pour les personnes aussi qui partent en France, vous pourrez contacter et savoir quelle pharmacie de garde se situe dans vos alentours en contactant le 3237 et ainsi bénéficier d'un accès aux médicaments en urgence 24 heures sur 24. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième partie qui concerne la trousse à pharmacie. Donc, que faut-il emmener avec soi en vacances? Donc, en fait, il n'existe pas de trousse de pharmacie type. Sa composition est adaptée en fonction du voyage et les médicaments, notamment, doivent être emportés dans l'emballage d'origine et non pas en vrac. Alors, oui, c'est possible que ça fait un gain de place dans les bagages, mais c'est source possible d'erreurs et de mauvaise conservation des médicaments. Donc voilà, on va vous présenter dans un premier temps l'essentiel du matériel donc pour les petits bobos. On commence par les bandelettes adhésives qui seront utiles pour favoriser une bonne cicatrisation en cas de coupure. Des bandes de contention pour traiter une entorse ou tenir un pansement. Donc, pensez bien à prendre une épingle de sûreté, une épingle à nourrice pour pouvoir l'attacher. Donc, il y aura également dans votre trousse des compresses stériles et du sparadrap ou des pansements stériles en cas de petite coupure ou de petites blessures afin d'éviter les infections. Des masques, donc jetables ou en tissu, pour éviter la propagation de la Covid-19, et notamment dans les transports en commun qui sont nécessaires ou dans d'autres situations. Notamment également qui peut être utile en cas de soins à faire afin d'éviter toute infection et transmission. Voilà. Donc, dans le contexte de la Covid-19, il est recommandé d'avoir du désinfectant hydroalcoolique, donc à base d'eau ou d'alcool, pour se désinfecter les mains et à utiliser en l'absence d'eau et de savon. Donc, ça participe également aux gestes barrières contre la Covid-19. Donc également des compresses hémostatiques pour faciliter l'arrêt des saignements en cas de coupure. Voilà. On recommande aussi de prendre avec vous une crème pour apaiser vos coups de soleil éventuels. Donc ça intervient en complément de votre crème solaire à indice de protection élevé de préférence. Et donc c'est toujours utile d'en avoir sur soi.
Une pince à épiler est également indispensable afin d'enlever les échardes, par exemple. Voilà. Autre outil utile pour l'été, donc c'est le tire-tique, tout simplement pour retirer les tiques. Il y a également du coup un thermomètre. Pour information, la température en fait corporelle normale se situe entre 36,1 et 37,8 en fonction des personnes. Il vous sera utile d'avoir aussi une paire de ciseaux, de préférence à bourron, donc qui viendra en complément du matériel précédemment présenté. Et enfin, des préservatifs de norme NF, donc norme française, pour prévenir les infections sexuellement transmissibles. Donc il est maintenant temps de vous présenter les médicaments de base à emporter dans votre trousse à pharmacie. À noter que l'automédication n'est pas recommandée sans avoir eu un avis médical au préalable, on ne cessera jamais de le répéter. L'automédication est déconseillée aux personnes atteintes de maladies chroniques et aux personnes polymédiquées, aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux nourrissons et aux enfants. Ainsi, merci de vous rapprocher d'un professionnel de santé avant d'obtenir davantage d'informations et de conseils. Donc, les transports, donc bus, bateau, avion ou train, utilisés pour se déplacer lors d'un voyage, peuvent occasionner des nausées, voire des vomissements. Et l'une des recommandations des autorités de santé est de prévoir un antinauséeux pour pouvoir profiter pleinement de votre séjour et éviter du coup ces petits désagréments. Tout au long des vacances, vous attendrez différentes activités, plus ou moins risquées, qui pourront des blessures. C'est pourquoi il serait très utile également d'emporter avec vous un antiseptique à usage local pour pouvoir nettoyer et désinfecter les plaies le cas échéant. Concernant les allergies, c'est souvent au moment des vacances que l'on se découvre, donc literie, les animaux ou le pollen, et il est donc recommandé de se munir d'antihistaminiques de dernière génération et des médicaments d'urgence en cas d'allergie grave, connus. Dans tous les cas, il est conseillé de contacter un médecin avant la prise de tout médicament mentionné. D'autre part, selon votre destination, se posera le problème ou non de l'alimentation, qui ne vous réussira pas à tous les coups pour certains. Donc, si la constipation se présente, il est recommandé de toujours avoir des laxatifs à disposition, surtout si vous êtes dans une zone avec, sans accès direct à une pharmacie. On a aussi l'effet inverse. Chez certains, il pourrait y avoir des diarrhées. C'est le cas de beaucoup de voyageurs, peut-être certains d'entre vous. Donc, afin de ne pas handicaper vos vacances et surtout de ne pas les gâcher, on recommandera d'apporter avec vous des antidiarrhéiques, tout simplement, pour pallier à ça. Autre chose à noter, il faut également prendre soin de bien s'hydrater régulièrement, surtout en cas de forte chaleur. L'eau seule ne peut ne pas suffire, donc il sera utile d'avoir avec vous des sels de réhydratation, en particulier pour les enfants. Et malgré toutes les précautions que vous prendrez au cours de votre séjour, il sera possible de présenter de la fièvre ou des douleurs, donc musculaires ou articulaires. Et dans ces situations, il est conseillé par Santé publique France d'utiliser un antalgique ou un antipyrétique, et en particulier le paracétamol. Bien faire attention au paracétamol, donc attention, toujours consulter un professionnel de santé avant toute chose. Et concernant les recommandations du paracétamol, qui sont notamment présentes sur la notice du produit, donc chez l'enfant de 41 à 50 kg, c'est 3 grammes par jour sans dépasser 500 mg par prise. Et également, du coup, chez l'adulte et l'enfant de plus de 50 kg, c'est 3 grammes par jour en automédication et 4 grammes par jour sur une prescription médicale, sans dépasser 1 gramme par prise, et à répartir en 4 prises espacées de 6 heures ou 6 prises espacées de 4 heures. Dans tous les cas, parlez-en à votre médecin avant toute prise ou un professionnel de santé. Et il peut également arriver que vous receviez quelque chose dans les yeux, donc, notamment en vacances, là par exemple, des cendres, de la poussière ou du sable. Donc un sérum physiologique ou un collyre pour être utile dans ces situations. Donc effectivement, il est également très utilisé chez les nourrissons parce que ça permet de nettoyer et désinfecter en douceur. Et pour certains d'entre vous, donc pour ceux qui ont soif de grand air, d'aventure, et où l'eau ne sera pas consommable telle qu'elle, il est recommandé alors d'emporter dans vos bagages des comprimés, des filtres, pour pouvoir purifier l'eau. Ainsi, vous éviterez de consommer de l'eau souillée ou non potable. Donc, ensuite, pour compléter votre trousse à pharmacie, on va vous présenter les petits conseils utiles pour vous prémunir des piqûres et des morsures. Donc, les plus représentatifs sont les piqûres de moustiques. Donc, les moustiques sont vecteurs de nombreux agents pathogènes tels que des virus ou des parasites et sont également responsables de fortes nuisances. Donc, c'est pour ça que pour lutter contre eux, on privilégie de porter des vêtements amples et couvrants.
Il faudra limiter les activités d'extérieur au moment où les moustiques sont les plus actifs. Notamment faire attention aux eaux stagnantes, qui sont un paradis pour les moustiques, car elles présentent les conditions idéales pour que les femelles puissent pondre leurs œufs. Donc assécher au maximum le pourtour de vos locaux pour éviter leur propagation. On recommandera également de vous munir d'un répulsif cutané. Si vous êtes amené à mettre de la crème solaire, attendez 20 minutes après l'application du répulsif cutané. Et on recommandera également un insecticide donc sur les toiles de tente, les tissus, les vêtements, pour être appliqué au moyen d'un spray ou par trempage selon le cas. On aura également, en revanche, des objets qui seront fortement déconseillés. Donc, tous les appareils à ultrasons, les rubans, papier, autocollants gluants sans insecticide, les bracelets anti-insectes, les huiles essentielles, car leur efficacité est inférieure à 20 minutes. On recommandera de ne pas utiliser aussi de vitamine B1 ainsi que l'homéopathie, tout simplement parce que tout cela est trop peu efficace pour prévenir les piqûres de moustiques. Et voilà, Baptiste va prendre la suite. Donc il y a d'autres animaux qui sont associés à certains milieux naturels qui peuvent également être une source de risque. Donc, en forêt, les tiques infectées peuvent transmettre par leur morsure plusieurs agents pathogènes, donc virus et bactéries, pour lesquels il n'existe aucun traitement préventif. Il s'agit avant tout de se vêtir de la manière la plus couvrante possible lors de balades en forêt, par exemple. Donc, la trousse à pharmacie pourrait contenir également donc, un tire-tique, comme on l'a présenté avant, qui est vendu en pharmacie. Donc, c'est un indispensable pour retirer au plus vite les tiques attachées à la peau. Et pour les tiques nymphes, donc qui sont de petite taille, l'utilisation de tire-tiques de petite taille est recommandée. Donc, de matière générale, en fait, vous retrouverez des tire-tiques vendus par deux de différentes tailles qui vous permettront de retirer tout type de tiques, même les plus petits. Et éventuellement, il est recommandé potentiellement d'avoir des répulsifs contenant du DEET, donc à appliquer sur les parties découvertes de la peau, et des répulsifs contenant de la permétrine qui sont appliqués sur la face externe des vêtements. Donc, par rapport aux tiques, il faut bien faire attention parce que les tiques infectées peuvent transmettre, comme on l'a dit, par leur morsure plusieurs agents pathogènes, comme c'est le cas notamment de la maladie de Lyme, qu'on appelle borréliose. Elle est liée en fait à la transmission d'une bactérie, la Borrelia, et les premiers symptômes de la maladie de Lyme apparaissent dans les 3 à 30 jours après la piqûre de la tique. Donc, une plaque rouge inflammatoire, appelée érythème migrant, apparaît alors autour du point de piqûre de la tique, avant de s'étendre progressivement, et la plaque a un diamètre souvent supérieur à 5 cm. Donc, cette maladie peut toucher plusieurs organes, le plus souvent la peau, les articulations et le système nerveux. Donc, veillez bien à vous inspecter après vos balades dans la forêt ou lors d'une randonnée en zone boisée, végétalisée ou broussailleuse. Et pensez à inspecter le plus rapidement possible tout votre corps, car les morsures de tiques ne doivent pas passer inaperçues. Donc, l'examen doit être minutieux, car les tiques sont de petite taille, donc comme on l'a dit, notamment la nymphe, ne mesure que de 1 à 3 mm. Donc, il faut bien regarder tout le corps, et notamment se focaliser un peu sur les zones où la peau est fine, car les piqûres de tiques sont plus fréquentes et parfois plus difficiles à voir, donc notamment les aisselles, les plis du genou, les organes génitaux, le nombril, les conduits auditifs et le cuir chevelu. Pensez à tout cela après vos balades. Donc, plus courantes, il y a les plaies entraînées par les morsures de chiens, chats, les griffures, les piqûres de guêpes, abeilles, frelons et bourdons, et dans une moindre mesure, les rongeurs et les méduses. Et tout cela doit également être anticipé. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de prendre des produits de première urgence qui doivent vous permettre une prise en charge rapide en cas de morsure ou de griffure. Donc, on recommandera une solution antiseptique à usage local à base de chlorhexidine, en spray ou en lingette, dans le cas, à appliquer rapidement. Ensuite, on aura la présence de pansements stériles, tout simplement pour couvrir la plaie, et des antalgiques de type paracétamol, simplement en cas de douleur, suite à la morsure ou à la griffure. Également, si les morsures de serpents sont plus rares, leur venin peut causer des douleurs et des gonflements au niveau de la morsure et au niveau du membre concerné, donc, et qui entraîneront aussi des symptômes digestifs, cardiovasculaires ou respiratoires. Donc c'est pour ça qu'après toute morsure de serpent, il faut appeler le secours au plus vite. Après, il peut s'avérer utile d'avoir un stylo adrénaline injectable en cas d'allergie au venin, mais ça, il faudra consulter aussi l'avis d'un médecin avant d'en acheter un, tout simplement.
Et l'ennemi des vacances peut également être le soleil. Donc là, de ce côté-là, il est facile de s'en protéger. Donc les produits en fait, de protection solaire sont des produits cosmétiques destinés à protéger des méfaits de certains rayonnements ultraviolets du soleil. Donc ils existent sous différentes formes, en crème, gel, en huile ou en aérosol. Le rayonnement solaire en fait, est composé entre autres de rayons ultraviolets. Donc il y a les UVB et les UVA. Les UVA sont principalement la cause du vieillissement prématuré de la peau. Et les coups de soleil sont principalement causés par les rayons UVB. Donc, bien que les rayons UVB constituent en fait le facteur principal des cancers de la peau, les rayons UVA jouent également un rôle non négligeable dans leur apparition. Donc, il est bien essentiel de se protéger à la fois des UVA et des UVB. Et la reste de mise quant à l'heure et à la durée d'exposition au soleil. Donc, avant toute chose, il faut bien choisir le facteur de protection solaire ou l'indice de protection selon le cas, qui dépendra de la sensibilité de la peau au soleil. Donc, plus la peau sera claire, plus il sera nécessaire de se protéger. De la condition d'exposition, donc plus l'ensoleillement est intense, plus il est recommandé de se protéger. Et il faut tenir compte aussi des antécédents de réaction allergique ou photoallergique. Vous voyez dans ce tableau, pour les personnes qui nécessitent une faible protection, qui auront besoin d'une faible protection, il faudra prendre un produit avec des facteurs de protection solaire compris entre 6 et 10. À l'inverse, si vous nécessitez une très haute protection, il faudra privilégier des produits avec les facteurs de protection solaire, donc avec un indice supérieur à 50. Il faut faire attention à mentions telles que écran total, où ce produit assure une protection à 100%, car il ne devrait pas figurer sur l'emballage des produits, surtout de protection solaire, car aucun produit ne permet actuellement de garantir une protection intégrale contre les UV et contre l'ensemble des UV. Enfin, notre dernière partie, donc par rapport aux maladies chroniques. Donc, partir en vacances avec une maladie chronique, c'est tout à fait possible, certaines conditions. Donc, notamment, si vous prenez régulièrement certains médicaments pour traiter, par exemple, une hypertension artérielle ou un diabète, consultez votre médecin avant votre départ. Ça vous permettra de bien préparer votre voyage et de vous informer sur plusieurs points par rapport à votre pathologie. Voilà, comme l'a dit Baptiste, si vous êtes atteint ou si un de vos proches est atteint d'une maladie chronique, il est tout à fait possible de partir en vacances, à condition de bien s'organiser. On pourra avoir suffisamment de médicaments pendant le voyage et ainsi vous adapter au décalage horaire éventuel. Il faudra aussi transporter vos médicaments en toute sécurité et égalité. Donc pour cela, il faudra vous prémunir de votre ordonnance ou une attestation médicale en cas de vérification. Il faudra aussi vérifier les conditions d'utilisation de vos médicaments par faute de chaleur ou en cas de grand froid. Une chose utile, vous pourrez contacter l'ambassade du pays concerné si votre séjour est supérieur à 3 ou 6 mois, afin de voir si le produit concerné est commercialisé dans ce pays-là. Et comme ça, vous pourrez vous procurer directement sur place. Et d'autre part, il est recommandé de repérer sur votre lieu de villégiature les lieux qui pourront vous accueillir en cas de problème, donc, tels que les centres de dialyse ou de cardiologie, selon le cas. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient accéder du coup, à la liste exhaustive qu'on vient de présenter pour le contenu de la trousse à pharmacie, donc vous retrouvez ici un récapitulatif et vous pourrez également accéder à ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube Santé sur le net où vous pourrez retrouver du coup cette liste. Donc on va maintenant partir sur la partie questions. Donc on va essayer de répondre à vos questions qui ont été posées. Donc certaines ont été posées notamment pendant la présentation. Donc on va regarder ce qui a été posé. Alors, on a une première question concernant la maladie de Lyme. Donc, la personne nous demande si elle peut être transmise par une tique à l'animal de compagnie qui, ensuite, après une morsure ou une greffure, nous la transmet. Donc, est-ce que c'est possible nos recherches, donc, la maladie de Lyme ne peut subvenir qu'après une morsure ou une piqûre donc d'une tique infectée par la bactérie. Donc, il faut que ce soit une tique et qu'elle soit infectée, et qu'ensuite elle vous morde pour avoir la possibilité de développer la maladie. Et on ne peut en aucun cas avoir la maladie par un contact avec un animal, soit à poil, soit à plume, d'infecté, ni par une personne de notre entourage malade. Donc voilà, il faut que ce soit uniquement via, enfin, il ne faut pas que ce soit, c'est uniquement via la tique infectée.
Donc, je vois également qu'on a une autre question qui nous dit qu'il existe de nombreux insecticides sur le marché et quels sont ceux qui sont recommandés? Alors, par rapport aux insecticides, alors notamment, en fait, Amélie, c'est le site de l'assurance maladie, recommande les insecticides en fait à base de permétrine ou une association de deltamétrine et transtétramétrine. Donc, qui ont des propriétés notamment neurotoxiques. Donc, ils recommandent plutôt ce type de produit. Par contre, bien faire attention à tenir loin ces produits de la portée des enfants, car peuvent être toxiques en cas d'ingestion. Donc, de bien observer comme tout autre produit médicamenteux ou éloigné des enfants. Par rapport du coup à une autre, du coup on a une question par rapport au tire-tique. Donc pour la suite à la première question, on utilise un tire-tique pour retirer une tique. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé au cours de la présentation. Vous faites bien de poser la question. En fait, le retrait de tique doit être réalisé à l'aide d'une pince ou d'un système de tire-tique, comme vous l'avez présenté, qui est vendu en pharmacie, je le répète. En fait, on doit le tenir perpendiculairement à la peau, en tournant doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ainsi éviter d'arracher la tête de l'animal. Certaines manœuvres sont à proscrire, car elles peuvent entraîner une régurgitation des bactéries et par conséquent une augmentation du risque de transmission. Donc, comme par exemple l'écrasement du corps de la tique ou l'utilisation de substances chimiques, comme l'éther, l'alcool, la vaseline ou l'essence, selon le cas. Enfin, la zone mordue ne doit pas être désinfectée. Tout de suite, il faut vraiment attendre d'avoir retiré la tique. Voilà, après, vous pourrez demander conseil quand même à un professionnel de santé qui vous expliquera, que ce soit pour les retirer de l'humain ou de l'animal. Donc, on a une nouvelle question. Où acheter le nécessaire pour constituer notre trousse à pharmacie? Alors oui, alors tout simplement, en fait, ce sera à la pharmacie. Donc, on ne vous recommande pas forcément d'acheter votre matériel sur Internet en dehors des sites spécialisés. Donc, en fait, en allant à la pharmacie, vous allez être conseillé par des professionnels de santé qui sont vous orienter selon vos besoins. Donc, il existe des trousses à pharmacie, on va dire, avec le minimum syndical contenu dedans. Donc, tout ce qui est compresse, pansement, des ciseaux, etc. Ça peut déjà être dans une trousse à pharmacie, on va dire, un peu complète. Mais après, voilà, il faudra également quand même la compléter. Donc consulter un médecin traitant pour avoir son avis par rapport notamment à votre pathologie ou où est-ce que vous allez vous déplacer en pharmacien qui pourra vous renseigner pour avoir une trousse à pharmacie adéquate et adaptée à votre lieu de vacances. Donc, on a encore une autre question par rapport au vaccin. Du coup, est-ce qu'il est nécessaire de se faire vacciner avant de partir en vacances? Alors, non. Il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu. Donc, vous pourrez être amené à vous faire vacciner, mais ça dépend du contexte épidémiologique international, de la situation sanitaire et d'hygiène au niveau de la zone visitée, des conditions de séjour, les modalités d'hébergement, les activités sur place, la durée, des facteurs de risque éventuels et individuels, notamment liés à l'âge ou aux antécédents médicaux. Ça dépend également de votre statut vaccinal antérieur. On sera plus ou moins obligé administrativement de présenter un certificat international de vaccination pour entrer dans certains pays. Donc là, en l'occurrence, ce sera obligatoire, mais ça vous sera précisé normalement avant. Et on a la nécessité, donc, pour être immunisé, de suivre un schéma vaccinal. Donc ça, vous pourrez vous renseigner aussi selon le cas et selon votre situation. Que les mises à jour des vaccinations recommandées en France, donc tout est renseigné dans le calendrier vaccinal, donc n'hésitez pas à le consulter. Alors, on aura une dernière question qui porte sur les sels de réhydratation. Tout simplement, qu'est-ce que sont les sels de réhydratation? Alors oui, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais sans forcément le développer particulièrement. Donc en fait, les sels de réhydratation, ce sont des solutions de réhydratation orale qui visent en fait à compenser les pertes hydroélectrolytiques, donc de l'eau et des électrolytes, du nourrisson ou du jeune enfant, notamment en cas de diarrhée, de gastroentérite aiguë. Donc en fait, cette solution va remplacer l'eau et les électrolytes qui sont perdus dans les selles lors des épisodes diarrhétiques pour éviter en fait et traiter la déshydratation.
Donc, ils sont composés notamment d'électrolytes, donc ils servent à compenser ceux qui ont été perdus, de glucides qui permettent un apport énergétique, tout en facilitant également la prise de la solution par l'enfant, un petit peu sucré, et également du coup la présence de bicarbonate et ou de citrate, qui vise en fait à prévenir ou à traiter l'acidose. Effectivement, donc voilà à quoi cela sert et que c'est recommandé notamment chez l'enfant, notamment en cas de réhydratation, dans les cas de diarrhée ou de gastroentérite, voilà, qui sont un peu moins sujets à pouvoir boire seuls. Donc effectivement, ça leur permet quand même d'avoir une solution réhydratation optimale. Donc, nous avons fini du coup ce webinaire. Donc, on vous remercie pour votre participation et pour les questions que vous avez posées. Merci beaucoup. Le webinaire vous a plu. Et vous pouvez également retrouver nos précédents webinaires en fait, qui traitaient de la COVID-19, donc sur notre chaîne YouTube Santé sur le net, ou sur le lien qui vient d'être publié à votre écran. Donc, si vous allez cliquer dessus, vous allez directement rebasculer sur la chaîne YouTube. Donc, vous avez les 4 précédentes vidéos de webinaires qui ont été présentées. Donc, nous espérons vous voir bientôt sur nos prochains webinaires Santé sur le net. Et surtout, prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne fin de journée et surtout, bonnes vacances alors. Bonnes vacances à tous.